Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'actualité de la spécialité. Je vous rappelle que ces vidéos au format plus court peuvent permettre de faire une amorce de dissertation ou encore d'être utilisées en sujet pour le grand oral. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la guerre en Ukraine et essayer de comprendre certaines conséquences qu'elle peut engendrer sur les relations internationales. Le premier sujet que nous allons aborder concerne l'avenir de la coopération internationale avec la Russie en matière de projet aérospatial. Ce sujet s'intègre pleinement au thème 1 intitulé « De nouveaux espaces de conquête » et à l'axe 2 concernant les enjeux diplomatiques et la coopération. Le deuxième sujet s'intéresse aux allusions à la dissuasion nucléaire prononcée par Vladimir Poutine lors de ses discours au peuple russe. Ce sujet s'intègre pleinement au thème 1 intitulé « De nouveaux espaces de conquête » et à l'axe conquête, affirmation de puissance et rivalité. Le troisième sujet s'intéresse, lui, au rapport du GIEC. Pour rappel, le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce rapport est sorti en ce 28 février 2022. Celui-ci, toujours plus alarmant, s'est passé quasiment inaperçu dans les médias nationaux et internationaux. Ce sujet s'intègre au thème 5 sur l'environnement, axe 1, le changement climatique, approche historique et géopolitique. Ces trois sujets nous informent donc sur les bouleversements en cours en ce début d'année 2022. Allez, il est maintenant temps pour nous de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti! Premier sujet, quel avenir pour la coopération aérospatiale avec la Russie depuis son entrée en guerre contre l'Ukraine? La revue de presse du 5 mars 2022 du Courrier international tente de montrer les répercussions de la guerre sur les projets spatiaux. En effet, les projets spatiaux actuels dépendent pour beaucoup de la coopération avec la Russie. Cette dernière s'étant vue mise à l'écart de la communauté internationale suite à son invasion injustifiée de l'Ukraine. Ainsi, le jeudi 3 mars, sous la pression de l'agence spatiale russe Roscosmos et en représailles des sanctions occidentales, la société d'Internet par satellite britannique OneWeb a dû annuler le lancement prévu ce vendredi à partir de la base russe de Baïkonour au Kazakhstan de 36 satellites de télécommunications à bord d'une fusée russe Soyouz 2. Le directeur de l'agence spatiale russe, Dmitry Rogozin, a laissé entendre sur Twitter que la décision de OneWeb plongerait l'entreprise dans une nouvelle procédure de faillite, ce que récuse la direction de l'entreprise. Elle se dit prête à se tourner vers des fournisseurs de lancement alternatifs au Japon, en Inde ou aux États-Unis. L'agence russe risque, quant à elle, surtout de se retrouver de plus en plus isolée de ses partenaires occidentaux. Elle a déjà rompu sa coopération avec la société européenne Arianespace, qui assurait ses vols spatiaux depuis Kourou, en Guyane française. Les équipes de Roscosmos ont quitté la base cette semaine. Or, le lanceur russe représente actuellement près d'un tiers des opérations du site. Il devait mettre en orbite des satellites européens de positionnement comme Galileo en avril, suivi quelques mois plus tard par l'envoi du satellite militaire français CSO-3. L'agence spatiale européenne tente de chercher des solutions vers d'autres lanceurs comme les lanceurs européens Vega ou Ariane 5. Roscosmos a également annoncé jeudi 3 mars que les moteurs des fusées américaines Antares et Atlas, produits à Moscou, ne seraient pas non plus livrés aux Américains. Par conséquent, l'agence spatiale européenne a annoncé mercredi 2 mars que l'invasion de l'Ukraine par la Russie remettait en question le lancement du premier rover martien européen par une fusée russe Proton, initialement prévue en septembre 2022. Enfin, la pire des menaces annoncées par la Russie est la désorbitation de la Station spatiale internationale. En effet, la Russie avait, pour rappel, intégré le programme de la Station spatiale internationale en 1993 à la suite de la fin de la guerre froide. Rappelons aussi que la Station spatiale internationale a été terminée d'être assemblée dans l'espace en 1998. Ce projet rassemble des scientifiques américains, russes, européens, japonais et canadiens. Mais la guerre en Ukraine semble avoir mis à mal cette coopération. Le patron de Roscosmos a même menacé de, je cite, « l'ISS pourrait quitter son orbite de manière incontrôlée vers les États-Unis ou l'Europe ». Ainsi, la guerre en Ukraine marque une rupture dans l'histoire spatiale de la coopération internationale avec la Russie qui avait débuté à la fin de la guerre froide. Cela risque, à terme, de ralentir la conquête et les découvertes spatiales, notamment des Européens, des Américains et des Russes, mais pourrait renforcer la puissance chinoise, moins dépendante de la Russie dans le domaine spatial.
Deuxième sujet, la guerre en Ukraine peut-elle faire basculer le monde dans une guerre nucléaire à l'échelle globale? Le 24 février 2022, dans une allocution télévisée, Vladimir Poutine annonce le début d'une opération spéciale en Ukraine. Lors de celle-ci, il rappelle, je cite, « Ceux qui tenteraient d'interférer avec la Russie doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. » Cette menace fait directement référence à l'utilisation de l'arme nucléaire si le besoin s'en faisait sentir. Le philosophe Raymond Aron avait défini la guerre froide par la formule suivante: paix impossible, guerre improbable. Vladimir Poutine semble avoir remis en cause cette définition avec l'invasion de l'Ukraine. D'abord, il s'agit de faire un état des lieux de l'arsenal nucléaire russe. La Russie posséderait le plus gros stock de têtes nucléaires du monde avec un chiffre qui s'élève à 4447 têtes. Parmi celles-ci, 1588 sont des ogives stratégiques mobilisables rapidement grâce à différents moyens d'envoi, des silos à missiles permettant d'envoyer des missiles balistiques jusqu'à 11 000 km de portée. Des missiles sont embarqués aussi à bord de 10 SNLE, des sous-marins lanceurs d'engins, ayant chacun une capacité d'au moins 16 missiles pouvant détruire les grandes métropoles mondiales. D'autres sont destinés à l'aviation, pouvant raser une ville, ou encore des bombes nucléaires pouvant être tirées à partir de canons, ayant une portée plus réduite et une capacité de destruction de la taille d'un stade de football. Ainsi, la panoplie nucléaire de la Russie est assez large. Concernant les procédures d'utilisation de ces armes nucléaires, elles sont réglementées dans tous les pays possédant des armes nucléaires. Les États-Unis disposent de 5 niveaux d'alerte appelés DEFCON, Defense Readiness Condition. La Russie n'en possède que 4. Par son annonce, le 27 février 2022, Vladimir Poutine exprime son intention de passer au niveau 2, qui mobilise de manière élevée les capacités de dissuasion nucléaire. Le 4e niveau est normalement déclenché si la Russie doit faire face à une attaque nucléaire dans le cadre de sa dissuasion nucléaire. Ainsi, depuis la guerre froide, l'arme atomique était davantage pensée comme argument défensif de taille plutôt que comme argument offensif. Cependant, Vladimir Poutine joue donc avec le feu nucléaire et rompt avec la logique défensive de la dissuasion nucléaire. Par conséquent, la question que nous nous posons tous est la suivante: à quoi ressemblerait une guerre nucléaire? Si Vladimir Poutine voulait utiliser sa puissance de dissuasion pour faire pression sur l'Occident, la plus grande crainte serait l'utilisation d'une frappe tactique sur l'Ukraine, si le conflit s'enlisait. Mais stratégiquement, il n'y aurait aucun bénéfice politique ou économique pour Vladimir Poutine à procéder ainsi, qui se mettrait probablement sa propre opinion publique à dos. Dans l'hypothèse d'une guerre nucléaire, les missiles balistiques russes sont dotés de charges de 300 à 800 kilotonnes. À titre de comparaison, les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki portaient des charges de 15 à 20 kilotonnes. Ainsi, il suffit d'un seul missile d'une charge de 300 kilotonnes pour détruire une ville comme Paris. Ainsi, un missile de 800 kilotonnes détruirait toute l'île de France, sans compter les retombées radioactives et les brûlures liées à l'explosion. Enfin, beaucoup d'entre nous se demandent quelle est la probabilité d'une guerre nucléaire. Selon la plupart des spécialistes, il est peu probable qu'une frappe nucléaire soit effectuée. Les conséquences seraient tout aussi catastrophiques pour la Russie que pour les pays de l'OTAN. Pour le moment, cela ressemble davantage à des mises en garde du Kremlin à l'encontre de l'OTAN pour les inciter à ne pas intervenir directement militairement en Ukraine. Pendant la guerre froide, la possibilité d'une guerre nucléaire avait toujours été interrompue par la peur des conséquences globales que chaque belligérant pouvait s'infliger. Cependant, Vladimir Poutine semble tout de même plus que déterminé sur la question ukrainienne. Ainsi, l'OTAN doit être vigilant sur l'aide apportée à l'Ukraine pour éviter un conflit plus global. Depuis 1947, des scientifiques américains ont créé l'horloge de l'apocalypse, qui permet de savoir si le monde se rapproche du chaos nucléaire ou non. Plus l'aiguille approche de minuit, plus le monde se rapproche de l'apocalypse nucléaire. Ainsi, en 2022, cette horloge s'est arrêtée sur 23h59. Je vous laisse méditer. Troisième sujet, enfin, 2 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les experts du GIEC ont rendu leur rapport ce 28 février 2022 et les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mandaté par l'ONU, a en effet publié ce lundi 28 février 2022 son 2e volet d'expertise sur l'état de la planète, dans le cadre du 6e rapport de l'institution sur la crise climatique.
Selon l'étude, la fenêtre de tir pour lutter contre le changement climatique se referme rapidement, à tel point que certains scientifiques ont qualifié le document rendu public de pire mise en garde lancée jusqu'à présent. Les risques liés au climat ont considérablement empiré ces 10 dernières années. Au début de la décennie 2010, les scientifiques pensaient que la planète pourrait être épargnée si l'on réussissait à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés seulement, depuis le 19e siècle. Il est maintenant clair que les effets négatifs tant redoutés apparaîtront si l'on dépasse 1,5 degré, ce qui devrait arriver dans quelques dizaines d'années. Le document pointe du doigt les efforts insuffisants et parfois contre-productifs des gouvernements face à la crise climatique et assure que la situation risque d'empirer à nouveau à l'avenir. Les pays les plus pauvres et les populations les plus défavorisées risquent d'en souffrir considérablement. Au total, entre 3,3 et 3,6 milliards d'individus, soit presque la moitié de l'humanité, sont actuellement hautement vulnérables face au changement climatique, selon le rapport. Ainsi, de nombreux climatologues avouent leur lassitude, parfois leur agacement, parce que nous, citoyens, décideurs économiques et dirigeants politiques, n'avons pas pris la mesure de l'urgence. Pour certains, ce rapport du GIEC pourrait même être le dernier publié avant que l'on ne puisse plus éviter le pire. Certains préfèrent terminer sur une note d'optimisme en souhaitant accélérer la lutte contre le réchauffement climatique des actions radicales dans le domaine de la protection de la nature et des écosystèmes, mais aussi par une diminution encore des émissions de gaz à effet de serre et par la transition énergétique. Selon la chef de la délégation ukrainienne du GIEC, le changement climatique provoqué par l'homme et la guerre en Ukraine ont les mêmes racines, les combustibles fossiles et notre dépendance vis-à-vis d'eux. Encore une fois, je vous laisse réfléchir à tout ça. Voilà, nous venons au terme de ce numéro qui, j'espère, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.